Donc avec Lydia, on a décidé de quitter l'Institut et on a fondé notre laboratoire en 1989, qui est donc un laboratoire d'analyse microbiologique des sols. Depuis 1989, nous avons analysé plus de 12 000 sols à travers le monde, dans à peu près toutes les écologies de la planète. Donc sans me vanter, je peux commencer à vous dire comment ça marche un sol. Alors, je vais parler comment marche un sol dans nos régions. Dans nos régions, la France, avant que nous la cultivions, était couverte à 90% de forêt. Et comment ça marche un sol? Comment un sol fait pour fonctionner pendant des milliers d'années sans être dégradé? Et dès que la main de l'homme y met les pieds, elle casse tout. Donc, pourquoi l'homme casse les sols alors que la nature sait les faire pousser pendant des milliers d'années? Pour vous donner une idée, le plus vieux modèle biologique que nous connaissons, c'est la forêt de Bornéo. C'est une forêt qui a 150 millions d'années, qui reçoit entre 3 mètres et 9 mètres d'eau par an et qui continue à faire pousser les plus grands arbres du monde, les diptérocarpus, qui font 80 mètres de haut. Imaginez que la nature laisse passer un petit peu d'azote. Nous, on laisse partir 40 unités d'azote chaque année dans les nappes phréatiques. Imaginez que la nature laisse passer, je ne sais pas moi, un millième d'azote, mais en 150 millions d'années, il n'y aurait plus rien sur Bornéo, ce serait un désert. Or, ce n'est pas un désert, c'est la forêt la plus riche du monde. Alors comment ça marche? Comment le système vivant fait pour fonctionner? Il fonctionne de la façon suivante. L'arbre, c'est le maître des sols. C'est pour ça que les anciens, quand ils ont, après avoir ruiné les sols d'Europe, ont réussi à créer l'équilibre agro-silvo-pastoral au XIXe siècle, ont arrêté la famine en Europe, c'est qu'ils avaient inconsciemment, tout à fait empiriquement, reconstitué l'arbre, réinjecté l'arbre dans la forêt. C'était sous forme, dans l'agriculture, c'était sous forme de haie, mais l'arbre est indispensable. Alors comment ça marche en forêt? Ça marche de la façon suivante. L'arbre, tous les ans, il fait tomber des feuilles mortes et des branches mortes sur le sol. Ces branches vont être attaquées par une faune qu'on appelle la faune épigée. Cette faune va manger tous ces bouts de bois, toutes ces feuilles, et va faire des crottes. Ces crottes, c'est quoi? C'est de la matière organique broyée en éléments très très fins, qui va permettre donc aux seuls organismes au monde qui sont capables d'attaquer la lignine, qui sont les champignons, les basidiomycètes, vont leur permettre d'attaquer ces crottes et de les transformer en humus. Donc, ce qui est intéressant dans le système vivant, c'est que vous pouvez remarquer que la fabrication d'humus se fait à la surface du sol. On comprend tout de suite pourquoi le labour est une machine de destruction massive des sols, c'est qu'elle met la matière organique sous le sol, ce qui est une absurdité. Les animaux, ils ne vivent pas sous le sol, les épigés, ils vivent à la surface du sol. Les arbres, eux, ils vont s'adapter à ce système très astucieux, ils vont faire un double enracinement. Vous avez vu avec l'ouragan de 99 des arbres arrachés, hein. Ils ont un enracinement horizontal qui est sous la matière organique. On peut se dire, mais pourquoi les arbres ont développé ce réseau de racines horizontales sous cette couche de matière organique? C'est qu'au printemps, les humus qui ont été formés pendant l'automne et l'hiver par les basidiomycètes vont être minéralisés quand le sol va se réchauffer par les bactéries. Les champignons font l'humus, les bactéries minéralisent. En minéralisant, elles vont libérer du nitrate, du phosphate qui va descendre avec l'eau de pluie. Et là, il y a les racines horizontales de l'arbre qui va récupérer le nitrate, le phosphate et qui va le renvoyer dans la frondaison. Le système sol-plante est fermé dans la nature. Il n'y a pas de fuite. C'est pour ça que les nappes phréatiques sont propres sous les arbres. C'est que l'arbre, il a mis ses racines sous la matière organique. La grande bêtise de l'agriculture, c'est qu'elle laboure et elle met la matière organique sous les racines. Donc le temps que les racines arrivent, c'est minéralisé, vous envoyez dans les nappes. Donc première leçon, ne jamais enfouir de matière organique dans un sol. La nature nous le dit, il suffit de regarder le livre. Ensuite, les arbres, ils ont un deuxième système d'enracinement qu'on appelle le pivot, système pivotant. Ce système pivotant va descendre jusqu'à la roche-mère. Là, il y a deux solutions. Où la roche-mère est fissurée, l'arbre va continuer son chemin. Alors, record d'enracinement sous chêne en Europe, 150 mètres de profondeur, sous orme, 110 mètres, sous merisier, 140 mètres. Bon, on ne s'amuse pas à faire des trous de 150 mètres, hein, c'est les spéléologues qui nous rapportent des racines du fond des grottes et ils nous disent, au fond des grottes, on voit les racines qui pendent à la surface et il y a de l'eau qui ruisselle. L'arbre est le seul organisme vivant du monde qui est capable de prendre l'excédent de l'eau de pluie, de l'envoyer le long de ses racines dans lequel il va absorber tous les éléments nutritifs et d'emmener cette eau pure dans la nappe phréatique. C'est pour ça que l'arbre est indispensable dans le fonctionnement de cette planète, c'est qu'il est le seul capable de remplir la nappe phréatique. À cette profondeur-là, la racine de l'arbre est en contact avec le monde minéral. Et qu'est-ce que va faire la racine de l'arbre? Elle va sécréter des acides, elle va attaquer le caillou et elle va le transformer en argile. Donc ce qui est intéressant, puisque le sol est un complexe argilo-humique, c'est que l'humus est fabriqué en surface grâce au travail des champignons et de la faune épigée, et les argiles sont fabriquées en profondeur par l'attaque des racines des arbres au contact du monde minéral. À cette profondeur, il y a des racines qui meurent, de nouvelles racines arrivent. Et il existe heureusement une faune qui se nourrit de racines mortes, qui nettoie toutes ces racines mortes et qui va libérer de nouvelles galeries pour les racines suivantes. C'est ce qu'on appelle la faune endogée. Alors on retrouve les mêmes groupes qu'en surface, des colamboles, des acariens, des vers, sauf qu'ils sont petits, aveugles, et leur boulot, c'est toujours de nettoyer des racines. Pour vous donner une idée du travail de cette faune endogée, un blé fait 200 km de racines et 5000 km de poils absorbants. Un blé, hein. Nous en mettons 200 au mètre carré, c'est-à-dire qu'un blé, c'est 4 milliards de kilomètres de racines. Eh bien, ces 4 milliards de kilomètres de racines seront mangés par la faune endogée pendant l'hiver et permettront à l'orge qui suivra, ou au colza, de s'enraciner.
Alors on voit que l'argile est produite en profondeur, l'humus est produit en surface, il y a une faune épigée qui aère le sol en surface et une faune endogée qui aère le sol en profondeur, mais comment argile et humus se rencontrent? Parce qu'il faut bien qu'ils se rencontrent pour former le sol. Et ils vont se rencontrer grâce à une troisième faune que vous connaissez généralement tous, qui sont les vers de terre. Dans les pays tropicaux, ce sont les termites qui font le même rôle. Les vers de terre, qu'est-ce qu'ils font? C'est les grands lombriques, ce qu'on appelle la faune anécique. Ils habitent des galeries, eux, ils habitent des terriers. Ils ne sont pas comme la faune épigée ou la faune endogée qui change d'endroit tout le temps. Eux, ils ont des galeries. Toutes les nuits, ils sortent. Ils laissent l'arrière de leur corps dans la galerie pour pouvoir rentrer dedans s'il y a un prédateur. Et ils prennent de la matière organique, ils l'emmènent, ils redescendent, là ils remontent de l'argile et ils passent leur temps parce que quand ils ont fait demi-tour, ils vident leur intestin pour former une crotte qu'on appelle le turicule. Et il se trouve que les vers de terre ont dans leur intestin une glande qu'on appelle la glande de Morène qui est très riche en calcium. Donc ils remontent de l'argile, ils mélangent dans leur intestin de l'argile et de l'humus et il se trouve que les argiles sont négatifs, les humus sont négatifs et le calcium est un ion qui a 2 charges positives. Donc une charge positive va attacher l'argile et une charge positive va attacher l'humus. Et ils vont fabriquer du complexe argilo-humique. C'est les vers de terre qui fabriquent la terre. Le premier scientifique qui va s'y intéresser, c'est Darwin. Alors comment nous avons fait pour tuer nos sols? On a violé ces lois fondamentales. C'est-à-dire qu'on n'a pas... Vous pouvez violer les lois humaines. Si vous faites choper par la police, vous irez en tôle. Mais ce n'est pas très grave pour l'ensemble de l'humanité. Mais quand on viole les lois universelles, les lois de la biologie, là, c'est très grave. Alors comment on a fait pour tuer les sols? On a inventé deux armes de destruction massive des sols. D'abord la charrue. Au début, les hommes, ils gratouillaient la terre avec les chevaux, c'était pas bien grave. Mais quand on a découvert le tracteur, vous savez... Donc, ils bousillent les sols, on les retourne. En première erreur, ils mettent la matière organique au fond. Or, il se trouve que tous les champignons du monde sont aérobies. Donc quand vous mettez de la paille dans le sol, vous ne faites plus d'humus. C'est pour ça qu'on arrive à ce système très étonnant que les anciens faisaient à peu près 2 tonnes de paille en France en 1900. Ils avaient 4% de matière organique. Maintenant, nous avons 5 à 6 tonnes de paille en France et nous n'avons plus que 1,6% de matière organique sur l'ensemble du territoire. Nous avons divisé par 2 notre matière organique alors qu'on a multiplié par 2 les pailles. Pourquoi? Parce que nous les enfouissons. Et à partir du moment où vous enfouissez, c'est fini, vous ne ferez plus jamais d'humus. Deuxième erreur, on apporte les engrais chimiques. Qu'est-ce que font les engrais chimiques? Ils stimulent les bactéries. Or, les bactéries, elles sont minéralisatrices, elles ne font pas d'humus, elles minéralisent. Et les bactéries, elles se multiplient 20 fois plus vite que les champignons. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous mettez des engrais chimiques? Vous accélérez la minéralisation de la matière organique. Quand la matière organique tombe trop bas, la faune disparaît puisqu'elle se nourrit de cette matière organique. Un pays comme la France, nous sommes passés de 2 tonnes de vers de terre en 1950 à l'hectare à moins de 100 kilos. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de vers de terre? Les vers de terre, je vous ai expliqué qu'ils remontaient tous les jours de la terre. Ils remontent de la potasse, du phosphore, de la magnésie, du calcium. Plus de remontée par les vers de terre. Les éléments vont descendre. Pollution des nappes, pollution des rivières. Vous rentrez dans ce qu'on appelle, après cette dégradation biologique des sols, vous rentrez dans ce qu'on appelle la dégradation chimique. Votre terre va perdre ses éléments nutritifs. Vous allez envoyer de l'azote dans les nappes, vous allez envoyer du phosphore dans les rivières, etc. Vous appauvrissez vos sols. Or, il se trouve que lorsque le taux de matière organique est tombé trop bas et que vous avez minéralisé des ions fondamentaux qui attachent argile et humus comme le fer, le calcium, etc., eh bien l'argile n'est plus attachée, l'argile s'en va, les rivières se chargent de boue dès qu'il pleut. C'est la dernière mort des physiques, c'est ce qu'on appelle la mort physique des sols. Votre sol part à la mer. Sur quelle profondeur, donc, on doit travailler les sols pour ne pas les abîmer, pour enfouir l'humus, etc. Il ne faut pas les travailler du tout. C'est-à-dire que c'est intéressant de regarder un paysan chinois, puis un maraîcher chinois et un maraîcher européen. Le maraîcher européen, il enfonce sa bêche, il se lève, il se casse les reins, il retourne tout. Le paysan chinois, il ne fait pas ça, il enfonce sa bêche, il remue sa bêche pour apporter de l'oxygène, il retire sa bêche, il prend 2 cm de terre et hop, il retourne, c'est tout. Il ne se casse pas les reins et il respecte la loi universelle du sol. Ne retournez pas les sols. Donc il existe ce qu'on appelle des semoirs de semi-direct, qui permettent de semer directement. Alors pour les maraîchers, vous avez ce qu'on appelle les roues semeuses, qui sont des roues qui font tourner des petites pointes, qui s'écartent, qui font tomber la graine, qui peuvent faire tomber une boulette de matière organique ou de fiente de poule, etc. Et vous semez directement à travers vos couverts. Donc vous faites un engrais vert toujours avant vos cultures, vous les écrasez avec un petit rouleau qu'on appelle un rouleau facace, un rouleau sur lequel on soude des barres, qui écrase l'engrais vert, mais il ne faut surtout pas enfouir l'engrais vert parce que vous allez faire des fermentations anaérobiques dans le sol et vous n'aurez pas de champignons. Il faut toujours laisser l'engrais vert à la surface et vous semez derrière, vous mettez votre rouleau faca à l'avant et le semoir derrière et vous semez sans jamais toucher au sol. Et pour la pomme de terre? Alors pour la pomme de terre, les Boliviens m'ont appris à semer, parce que moi je n'ai pas le temps de m'occuper de mon jardin, donc je simplifie les choses. Ils m'ont appris une technique très simple pour la pomme de terre. Je parle là en maraîchage individuel, pas en grand champ. C'est tout simple. Vous posez vos pommes de terre sur le sol, vous les répartissez correctement avec un radis, avec un râteau, et vous les recouvrez de 20 cm de paille. Et c'est tout. Alors le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas à les arroser, il n'y a pas à les buter. Et puis quand vous voulez des patates, vous soulevez la paille, vous prenez des pommes de terre et elles en refabriquent.
Donc ça vous permet d'avoir des patates nouvelles, d'avoir des patates à toute la saison, sans vous casser les reins, sans vous embêter. C'est ce que font les paysans boliviens, et il ne faut pas oublier que la pomme de terre, ça vient de Bolivie, donc ils ont quand même un peu plus d'expérience de la patate que nous.